Lorsque je m'apprêtais à aller dîner chez ma fille, mon avocat m'a envoyé un message « Appelez-moi immédiatement ». J'ai composé son numéro. Ce qu'il m'a dit sur ma fille m'a bouleversé. L'odeur du cèdre flottait dans l'air, fantôme discret du placard où mes costumes avaient vécu pendant des décennies. J'ai ajusté le nœud Windsor de ma cravate, mes doigts se déplaçant avec une lenteur et une précision acquises par l'habitude. C'était un rituel familier pour un vendredi soir. À 68 ans, la routine devient une sorte d'amie silencieuse. Cette cravate, d'un bleu marine profond avec des fils d'argent, était un cadeau de ma femme, Éléonore. Je me souvenais encore du jour où elle me l'avait offerte, ses yeux se plissant au coin alors qu'elle disait qu'elle s'accordait avec les touches de gris dans mes cheveux. Maintenant, 2 ans après son départ, il ne restait que moi, la cravate et le silence d'une maison trop grande pour un seul homme. Chaque objet semblait imprégné de son absence, chaque recoin gardait l'écho d'un rire ou d'une conversation passée. Le parquet de chêne que nous avions choisi ensemble craquait sous mes pas, non plus comme une musique familière, mais comme un gémissement solitaire. J'ai traversé le couloir, mes chaussures de ville produisant un son feutré sur ce sol que nous avions installé avec tant de soin. Sur la console de l'entrée, sa photo trônait à côté d'un petit bol à clés. J'ai marqué une pause, une habitude que je ne pouvais pas briser, et j'ai redressé le cadre en argent. « Je vais voir Juliette », ai-je murmuré à la femme souriante sur la photo. « Je te raconterai tout sur le match de foot de Léo en rentrant. » C'était une chose stupide, de parler à une photographie, mais le silence ne répondait jamais avec jugement. Ces dîners du vendredi étaient le dernier fil lumineux me reliant à la vie que nous avions construite. C'était une promesse que je lui tenais, et à moi-même, de ne pas sombrer dans le deuil silencieux. Ils étaient une encre dans la tempête de ma solitude, un rappel que la vie continuait, même si la sienne s'était arrêtée. J'ai attrapé ma veste de costume gris anthracite, celle que je gardais pour ces occasions. Cela me faisait du bien de faire un effort, d'être le père dont Juliette pouvait être fière, le grand-père qui se présentait comme s'il avait encore sa place dans le monde. Alors que ma main touchait la manche de laine, mon téléphone a vibré sur la table. Un bourdonnement court et sec. J'ai jeté un œil à l'écran, m'attendant à un message de Juliette me demandant quel dessert acheter. Mais le nom était Samuel Morin. Mon avocat. Mon ami depuis 30 ans. Le message ne contenait que 6 mots, mais ils sont tombés avec le poids d'une enclume. David. Ne bouge pas, appelle-moi immédiatement. Urgent. Un œuf froid s'est formé dans mon estomac. Urgent n'était pas un mot que Samuel utilisait à la légère. Ma première pensée fut pour lui. Une crise cardiaque? Un accident? Sa femme? Marie? Mes doigts semblaient maladroits alors que je tapais sur son nom et portais le téléphone à mon oreille. Il a sonné 2 fois avant qu'il ne décroche. Sa voix n'était pas paniquée. C'était quelque chose de pire. Elle était étroitement contrôlée, dépouillée de toute chaleur. « David. Es-tu seul ?» demanda-t-il, la voix basse. « Oui, Samuel. Je partais justement pour aller chez Juliette. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas bien? » Je vais bien, dit-il, et ses mots n'offrirent aucun réconfort. Écoute-moi très attentivement. Es-tu assis? Je me suis laissé tomber sur le banc près de la porte, la veste toujours serrée dans ma main. Samuel, tu me fais peur. Il prit une lente inspiration, le son crépitant sur la ligne. J'aurais dû appeler plus tôt. J'ai examiné tes documents de succession, les mises à jour que nous avons faites il y a 6 mois. Dans ce cadre, j'ai demandé des relevés complets de tes fonds de retraite. Tes comptes d'investissement. Le portefeuille principal. Il fit une pause. David, il y a un problème. Un très gros problème. J'ai attendu, le silence s'étirant. Les rapports que je reçois semblent corrects, dis-je, ma propre voix me paraissant lointaine. Juliette me les envoie tous les trimestres. Les chiffres sont stables. David, dit Samuel, et sa voix était lourde d'un chagrin qui dépassait le droit. Les rapports que Juliette t'envoie sont des faux. Ce sont des PDF falsifiés. Les vrais relevés des banques racontent une histoire différente. La pièce sembla basculer. L'odeur de cèdre disparut, remplacée par le goût métallique de la peur. De quoi parles-tu? Au cours des 2 dernières années, depuis le décès d'Éléonore, quelqu'un a systématiquement liquidé tes actifs. Le compte de courtage est presque vide. Le fonds de retraite a été vidé par une série de retraits structurés. Tes économies d'une vie, les 2 millions d'euros avec lesquels tu as pris ta retraite, tout est presque parti. Chaque mot était un coup physique. 2 millions d'euros. Le travail de toute ma vie. La sécurité que j'avais bâtie, pierre par pierre, pour ma retraite, pour les soins d'Éléonore, pour l'avenir de ma famille. Disparu. Cela n'avait aucun sens. C'est impossible, balbutiai-je.
Personne ne peut accéder à ces comptes à part moi. Les mots suivants de Samuel furent calmes, mais ils brisèrent le monde. Ce n'est pas vrai, David. Une autre personne le peut. La personne détenant ta procuration durable. Celle que tu as signée à l'hôpital quand la maladie d'Éléonore s'est aggravée, pour que quelqu'un puisse gérer les choses si tu ne le pouvais pas, je n'avais pas besoin qu'ils disent le nom. Il n'y avait qu'une seule personne. La personne que j'allais voir pour dîner. La personne en qui j'avais plus confiance que quiconque au monde. C'est Juliette, dit Samuel, sa voix comme un fantôme. Elle t'a saigné à blanc. Le téléphone a failli me glisser de la main. Je me suis penché en avant, la tête entre les mains, le parquet de chêne poli tourbillonnant sous mes pieds. Ma respiration était saccadée. Ce ne pouvait pas être vrai. Pas ma Juliette. Pas la petite fille dont j'avais pansé les genoux écorchés, dont j'avais payé les frais de scolarité à l'université sans hésiter, dont le mariage avait été l'un des jours les plus fiers de ma vie. Mon esprit, un endroit habituellement si ordonné, si structuré, est devenu un tourbillon de souvenirs fragmentés. Juliette, assise à ma table de cuisine il y a un an, une pile de papier devant elle. « Ne t'inquiète de rien, papa », avait-elle dit, son sourire si éclatant et rassurant. « Le marché est volatile. Je vais m'occuper de la logistique, m'assurer que tout est protégé. Toi, concentre-toi sur ta guérison. » Un autre souvenir a fait surface. Moi, mentionnant une grosse facture de taxes foncières inattendue. Juliette, balayant cela d'un revers de main. « C'est réglé, papa. J'ai déplacé des fonds du portefeuille de croissance pour la couvrir. Tout fait partie du plan. » Ces mots avaient été un réconfort à l'époque. Maintenant, ils étaient des armes, chacune une torsion du couteau. Les rapports falsifiés qu'elle envoyait par email chaque trimestre, toujours avec une note joyeuse. La façon dont elle me décourageait gentiment d'aller moi-même à la banque, disant que les guichetiers étaient nouveaux et que la paperasse était un cauchemar pour quelqu'un de mon âge. Elle ne me protégeait pas. Elle m'isolait. Elle construisait une cage de gentillesse autour de moi pendant qu'elle pillait les fondations de ma vie. Samuel parlait toujours, sa voix me tirant du gouffre. « David, David, tu es là? Tu dois m'écouter. C'est la partie la plus importante. » J'ai forcé un son à sortir de ma gorge. « Oui. Tu ne dois pas lui faire savoir que tu sais. Tu me comprends? Tu dois aller à ce dîner. Tu dois agir comme si de rien n'était. Souris. Demande des nouvelles de Léo. Laisse-la croire qu'elle a toujours le contrôle total. Si elle se doute de quelque chose, elle pourrait déplacer le reste de l'argent, le cacher quelque part où nous ne pourrons jamais le trouver. Elle pourrait détruire des dossiers. Nous avons besoin de temps, David. J'ai besoin de temps pour tracer où tout est allé. À partir de ce moment, tu n'es plus seulement mon ami. Tu es mon client. Et nous sommes en guerre. Une guerre dont elle ignore qu'elle a commencé. Une guerre. Le mot résonnait dans les ruines de mon cœur. J'étais un ingénieur à la retraite. Je construisais des ponts, pas des plans de bataille. Mais alors que j'étais assis là, le poids de la trahison m'écrasant, j'ai senti autre chose sous le choc. Une clarté froide et dure. L'ingénieur en moi a commencé à s'agiter. Un problème avait été identifié. Les variables étaient inconnues, la structure était défaillante. Il était temps d'analyser les dégâts. Lentement, je me suis relevé. Mes jambes semblaient instables, comme un bâtiment dont les supports avaient été retirés. Je me suis dirigé vers le miroir du couloir et j'ai regardé mon propre reflet. L'homme qui me regardait était un étranger. Ses yeux étaient écarquillés par une douleur si profonde qu'elle semblait l'avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. Sa main, tenant le téléphone, tremblait. J'ai pris une profonde inspiration saccadée. Je devais mettre cet homme de côté. Je devais devenir quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui pouvait entrer dans la maison de sa fille, embrasser le front de son petit-fils, et s'asseoir à une table de dîner chargée de nourriture achetée avec sa vie volée, et sourire comme s'il n'avait pas le moindre souci au monde. Le trajet jusqu'au quartier de Juliette, une banlieue chic de Lyon, fut un voyage à travers un monde que j'avais aidé à construire mais auquel je n'appartenais plus. Ici, les maisons n'étaient pas seulement des foyers. C'étaient des déclarations, en retrait de la route derrière des pelouses manucurées et des chênes centenaires. Ma fille vivait dans la plus grande du quartier, un palais moderne de verre et de pierre blanche qui semblait briller de l'intérieur alors que je m'engageais dans l'allée circulaire. Les portes automatiques s'ouvrirent sans un bruit, un accueil silencieux au cœur du mensonge. Thomas était à la porte avant même que je ne sois sorti de la voiture, son sourire large et étudié. Il portait un pull en cachemire qui coûtait probablement plus cher que mes courses mensuelles. « David, ravi de te voir », lança-t-il, me frappant l'épaule un peu trop fort. Le geste, qui me semblait autrefois une affection amicale, ressemblait maintenant à une prise de possession. « Toi aussi, Thomas », dis-je, ma voix sonnant étrangement normale.
Je forçai un sourire sur mon visage, une chose fragile que j'avais peur de voir se briser. J'ai compris, dis-je à Samuel, ma voix un murmure rauque. La représentation commence maintenant. Je raccrochai et restai là un long moment, le silence de la maison m'oppressant. Je ramassai la veste grise sur le banc. Je l'enfilai, redressai le col et lissai les revers. Puis je sortis, dans l'air frais du soir, laissant l'homme que j'étais derrière moi dans la maison vide. En entrant, l'ampleur de leur tromperie m'a frappé avec la force d'un coup de poing. Le hall d'entrée était un atrium sur 2 étages avec un sol en marbre italien qui brillait sous un lustre moderne ressemblant à une explosion d'étoiles. L'air sentait légèrement le lys et le bois de cèdre, un parfum conçu pour murmurer la richesse. Chaque surface était polie, chaque objet parfaitement placé. C'était une belle maison. Une maison construite sur les ruines de ma vie. Juliette est sortie du salon, une vision dans une robe en soie de couleur crème. « Papa » roucoula-t-elle en glissant vers moi. « Tu es arrivé. » Elle m'entoura de ses bras, une étreinte brève et fraîche. C'était le câlin d'une actrice, pas d'une fille. Je sentais les angles vifs du bracelet en diamant à son poignet s'enfoncer dans mon dos. Un bracelet, réalisai-je maintenant, que j'avais payé. « Tu as l'air un peu fatigué, » dit-elle en se reculant pour étudier mon visage, ses yeux remplis d'une inquiétude polie et professionnelle. « Tu te sens bien ?»« Juste une longue semaine, ma chérie, » réussis-je à dire, le mot « ma chérie » ayant un goût de cendre dans ma bouche. Elle me conduisit dans le salon, un vaste espace avec des murs de verre du sol au plafond qui donnait sur une piscine à débordement et les lumières scintillantes de Lyon. Au mur était accroché un immense tableau abstrait que je reconnus d'une galerie qu'elle m'avait montré quelques mois auparavant, mentionnant son prix exorbitant. À son doigt, une bague en saphir scintillait, une que je n'avais jamais vue auparavant. Chaque détail était un nouveau coup de poignard. Thomas me versa un verre d'eau pétillante pendant que Juliette s'installait sur un canapé en cuir blanc. Mon petit-fils, Léo, était à une soirée pyjama, expliqua-t-elle. Un pincement de déception, rapidement suivi d'un étrange sentiment de soulagement. Je n'étais pas sûr d'avoir pu affronter ses yeux innocents ce soir. « Nous avons une excellente nouvelle », annonça Thomas en me tendant le verre. Il désigna l'allée. J'ai finalement échangé la vieille berline. J'ai une nouvelle Porsche. C'est un rêve à conduire. C'est merveilleux, dis-je, la voix creuse. Je me souvenais de la vieille berline. Une Lexus en parfait état que je l'avais aidé à acheter il y a 3 ans. Juliette sourit, l'image d'une épouse fière. Et mon agence de design vient de décrocher le contrat pour le nouvel hôtel Fairmont en centre-ville. C'est un projet énorme, papa. Nous fêtons ça ce soir. Elle leva son verre de vin dans un toast simulé. Un toast à son succès, financé par ma ruine silencieuse. Je dus serrer la main autour de mon verre d'eau pour l'empêcher de trembler. La conversation du dîner fut une masterclass de déviation et de performance. Ils m'ont posé des questions sur ma semaine, mais leurs yeux se sont voilés quand j'ai parlé de la taille des rosiers. Leur intérêt était un mince vernis. Le vrai sujet, comme toujours, c'était eux. Leurs projets, leurs ambitions, leurs besoins. Au milieu du repas, Juliette adopta le ton sérieux et attentionné que je reconnaissais maintenant comme son arme la plus dangereuse. « Papa, j'ai examiné tes rapports trimestriels, » commença-t-elle, et je sentis un frisson malgré la chaleur de la pièce. Le marché est un peu instable. Je pensais, peut-être devrions-nous réévaluer ta stratégie d'investissement. Déplacer certains des fonds plus agressifs vers quelque chose de plus sûr, comme des obligations à long terme. Je m'inquiète juste pour toi, et je veux m'assurer que tu es protégé sur le long terme. C'était une manœuvre brillante. Une frappe préventive déguisée en préoccupation aimante. Elle proposait de me protéger de la volatilité même qu'elle avait créée en vidant mes comptes. Elle essayait de consolider son contrôle, de verrouiller le peu qui pouvait rester. L'audace de la chose m'a presque coupé le souffle. La voix de Samuel résonna dans ma tête. Agis normalement. Ne la laisse rien soupçonner. Je pris une lente gorgée d'eau, gagnant une précieuse seconde pour me ressaisir. Je la regardai, ma fille, son visage un masque parfait de dévotion filiale. C'est très attentionné de ta part, ma chérie, dis-je, ma voix calme mais stable. Mais ce n'est pas nécessaire. J'ai une confiance totale dans la façon dont tu gères les choses. Tu m'as enlevé un tel poids des épaules. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Le soulagement qui inonda son visage était presque imperceptible, mais je le vis. Un léger relâchement de ses épaules, un adoucissement autour de ses yeux. Elle avait obtenu la réponse qu'elle voulait. Ma confiance aveugle était toujours intacte. Elle croyait que son crime parfait était toujours parfait. Le reste du dîner se déroula dans un flou.
Ils parlèrent d'un voyage d'été sur la côte amalfitaine, de la rénovation de la cuisine, de l'école privée où ils prévoyaient d'envoyer Léo l'année prochaine. Chaque mot était une autre pelletée de terre sur la tombe de mon avenir. Et j'étais là, hochant la tête et souriant, jouant le rôle du père fier et légèrement sénile qui était juste heureux d'être inclus. Ce fut la performance la plus difficile de ma vie, une épreuve qui me laissa vidé et glacé jusqu'aux os. Le lendemain matin, le soleil se leva sur une ville qui m'était devenue étrangère. Le confort familier de ma maison avait été remplacé par la conscience froide que je vivais sur une scène. Chaque action, chaque mot, devait être pesé et mesuré. La douleur de la nuit précédente ne s'était pas apaisée. Elle s'était simplement installée, se durcissant d'une blessure ouverte et à vif en un poids froid et dense dans ma poitrine. C'était le poids de la résolution. Le bureau de Samuel Morin était une forteresse d'ordre et de raison, un contraste saisissant avec le chaos qui faisait rage en moi. Des bibliothèques remplies de textes juridiques, reliés en cuir, se dressaient comme des sentinelles silencieuses du sol au plafond. L'air sentait le vieux papier, le bois poli et le café noir et fort que Samuel avait toujours en préparation. C'était une pièce où les problèmes étaient démantelés, analysés et résolus avec logique, pas avec des larmes. Samuel était assis derrière son grand bureau en acajou, son expression sombre mais concentrée. Il ressemblait à un général se préparant pour une longue campagne. Il n'était pas seul. Assise dans le fauteuil à côté de moi se trouvait une femme qui ne pouvait pas avoir plus de 30 ans. Elle s'appelait Chloé. Elle avait les cheveux courts et foncés, des yeux qui semblaient ne rien manquer, et une immobilité qui était en quelque sorte plus intimidante que toute démonstration d'agressivité. Elle n'offrit pas un sourire réconfortant ou des mots de sympathie. Elle se contenta de hocher la tête lorsque Samuel la présenta comme la meilleure experte comptable judiciaire qu'il connaissait, et son regard rencontra le mien avec une intensité calme et professionnelle. Elle était là pour analyser un désastre, et ma vie en était l'épave. « David, » commença Samuel, sa voix ne laissant aucune place aux amabilités. « Après ton départ hier soir, Chloé et moi avons travaillé sur les données initiales. Ce que Juliette fait n'est pas seulement opportuniste, c'est une campagne calculée et systématique. » Il poussa un tableau préliminaire sur le bureau. C'était une toile d'araignée de lignes et de flèches, reliant mes comptes à des sociétés écrans et à des investissements à haut risque. Ma vie, réduite à un diagramme de vol. « Je l'ai vu hier soir, » dis-je, la voix plate. « La maison, la voiture, les bijoux. Tout est là. Mon argent. » « C'est pire que ça, » intervint Chloé pour la première fois. Sa voix était aussi précise et sans fioriture que son apparence. Elle ne se contente pas de le dépenser. Elle le déplace, le cache, le fait transiter par une société écran, Créations Élysées SARL, puis l'investit dans un projet de complexe hôtelier à haut risque au Maroc que ton gendre gère. Elle blanchit les économies de ta vie, monsieur Miller. Et elle utilise les rapports financiers falsifiés pour te maintenir apaisé pendant qu'elle le fait. Samuel se pencha en avant, les mains jointes sur le bureau. Ce n'est plus un différend familial, David. C'est une entreprise criminelle. Et nous la traiterons comme telle. Voici le plan. C'est une opération en 2 phases. Il prit une gorgée de son café et exposa le plan de ma contre-attaque. La phase 1 est la guerre de l'information. Chloé travaillera dans l'ombre. Elle retracera chaque euro, chaque virement. Elle construira une carte de tout leur réseau financier. En même temps, j'utiliserai des assignations légales pour exiger les dossiers originaux et non falsifiés de chaque banque et société d'investissement. Nous construirons un arsenal de preuves indéniables. Il me regarda, les yeux sérieux. Ton rôle dans cette phase est le plus difficile. Tu dois continuer la performance. Tu es le veuf en deuil, le père vieillissant, un peu confus, un peu dépassé par le monde moderne. Tu l'appelleras, lui demanderas de l'aide pour de petites choses. Laisse-la croire que son contrôle est absolu. Nous avons besoin qu'elle soit à l'aise. Nous avons besoin qu'elle soit arrogante. L'arrogance rend les gens négligents. Je hochai la tête, l'ingénieur en moi appréciant la logique froide, même si le père en moi reculait à l'idée de la tromperie. Cela nous amène à la phase 2, poursuivit Samuel. Le piège. Il regarda Chloé, qui reprit le récit sans heurts. Ta fille s'est habituée à un flux constant d'actifs liquides qu'elle peut manipuler, expliqua Chloé, le regard fixé sur moi. Elle croit que la maison est le prix final, l'actif le plus important et le moins liquide dont elle héritera simplement à ton décès. Elle ne s'attend pas à ce qu'il soit un jour en jeu. Nous allons le mettre en jeu, le plan était simple dans sa conception et brutal dans son intention. Je devais faire fuiter une information. Je me confierais à un ami commun, quelqu'un que je savais être un bavard notoire, en disant que je me sentais seul et dépassé. Je mentionnerais que j'envisageais sérieusement de vendre la maison et tout son contenu pour déménager dans une résidence pour retraités de luxe sur la Côte d'Azur, pour passer mes derniers jours au soleil.
La nouvelle d'une vente potentielle déclenchera une panique, déclara Chloé, son ton plat, analytique. Cela menace son héritage, et plus important encore, cela menace de faire intervenir des tiers, agents immobiliers, experts, avocats, qui examineront de près les finances mêmes qu'elle a tant travaillé à dissimuler. Son flux de trésorerie provenant de tes comptes ralentit probablement à mesure que les fonds s'épuisent. La maison est la fin de partie. Elle ne peut pas et ne laissera pas la vendre. Elle sera forcée d'agir, conclut Samuel, reprenant les rênes. Elle essaiera de t'arrêter. Elle insistera sur le fait que tu es confus, que tu n'es pas apte à prendre tes propres décisions. Elle jouera son va-tout. Et quand elle le fera, elle marchera droit dans la cage légale que nous avons construite pour elle, armée de chaque preuve de sa fraude. J'étais assis là, absorbant la brillante et glaçante stratégie. C'était un plan construit non pas sur l'émotion, mais sur une profonde compréhension de la cupidité de ma fille. Il utilisait sa propre arrogance comme appât. Pendant 2 ans, ma passivité l'avait encouragé. Maintenant, une autre sorte de passivité, une confusion feinte, deviendrait l'arme de sa perte. La douleur était toujours là, une pierre froide dans mon ventre, mais pour la première fois depuis cet appel téléphonique fatidique, elle était rejointe par autre chose. Le clic silencieux et satisfaisant d'une machine bien conçue se mettant en mouvement. Les jours qui suivirent furent une performance silencieuse et angoissante. Je suis devenu un acteur dans le théâtre de ma propre vie, et chaque mot, chaque geste, faisait partie d'un scénario écrit à l'encre froide et claire du bureau de mon avocat. Le premier mouvement fut d'une simplicité trompeuse. Le mardi matin, j'ai appelé Juliette. J'ai délibérément attendu 10 heures, une heure où je savais qu'elle serait en pleine réunion, un moment où mon appel serait une interruption. « Papa ?» répondit-elle, sa voix teintée d'une légère irritation. « Tout va bien. » J'ai poussé un soupir, un son las que j'avais répété devant le miroir. « Oh, ma chérie, je suis désolé de te déranger. C'est juste, ces papiers de la compagnie d'assurance. Ils parlent de bénéficiaires et de succession, et les mots dansent devant mes yeux. Ta mère s'occupait de tout ça. » J'ai laissé ma voix s'éteindre, plantant la graine de mon incompétence fabriquée. Son irritation s'est adoucie, remplacée par ce ton familier et condescendant. « Bien sûr, papa. Ne t'en fais pas, laisse-les simplement sur la table de ta cuisine, et je passerai cet après-midi pour les trier pour toi. Tu me sauves la vie, ma chérie, dis-je. Ma tête n'est plus ce qu'elle était. » C'était un mensonge, et j'avais l'impression d'avaler du verre, mais je savais que c'était nécessaire. J'ai passé le reste de la matinée à la maison, à attendre. Quand elle est arrivée, j'avais préparé une tasse de son thé préféré. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine pendant qu'elle organisait vivement les papiers, me les expliquant en termes simples comme si j'étais un enfant. Au moment où elle partait, j'ai exécuté la deuxième partie du mouvement. « Oh, zut !» dis-je en tapotant mes poches avec une panique feinte. « J'ai dû laisser mon portefeuille dans ta voiture l'autre soir. Quelle tête en l'air je fais !»« Ce n'est pas grave, papa, » dit-elle, déjà à mi-chemin de la porte. « Je vérifierai. Fais juste plus attention. » La porte s'est refermée, et je suis resté dans le silence, mon vrai portefeuille pesant lourdement dans ma poche arrière. Je venais de me donner une excuse parfaite pour visiter sa maison à l'improviste. La manœuvre principale était prévue pour jeudi. J'avais organisé un déjeuner avec Arthur Girard, un homme que je connaissais depuis 40 ans. Nous étions amis, mais plus que ça, Arthur était le centre d'information non officiel de notre cercle social. Une histoire racontée à Arthur à midi serait de notoriété publique au dîner. Nous nous sommes retrouvés à notre endroit habituel, une brasserie tranquille qui servait le meilleur croque-monsieur de la ville. Nous avons parlé du bon vieux temps, de notre santé, de nos petits-enfants. Tout était si normal, si confortable, que le mensonge que j'allais raconter me semblait une profonde trahison de cette amitié. Mais les mots de Samuel résonnaient dans mon esprit. C'est une campagne. Tu sais, Arthur, commençai-je en remuant mon thé glacé. Cette grande maison, depuis qu'Éléonore est partie, elle est si vide. L'entretien devient trop lourd pour un vieil homme. Arthur hocha la tête avec sympathie. C'est beaucoup à gérer seul, David. Je soupirai de nouveau, laissant mes épaules s'affaisser. J'ai réfléchi. Un de mes amis a déménagé dans un endroit sur la Côte d'Azur, à Saint-Raphaël. Une de ces résidences de luxe pour retraités. Terrain de golf, piscine, repas traiteur. Pas de pelouse à tondre, pas de toit à réparer. J'ai eu un petit rire triste. Il dit que tout ce qu'il a à faire, c'est de décider ce qu'il va manger pour le dîner. Ça ressemble à un rêve, n'est-ce pas? J'ai planté la graine, l'arrosant d'un mélange crédible d'épuisement et de désir. Il faudrait que je vende la maison, bien sûr. Liquider tout. Mais à quoi bon se morfondre dans un mausolée?
Les yeux d'Arthur s'écarquillèrent légèrement. J'ai vu les rouages tourner. C'était une nouvelle. Une grande nouvelle. Il a promis de garder ça pour lui, mais nous savions tous les deux que c'était une promesse qu'il était incapable de tenir. J'ai quitté la brasserie avec un sombre sentiment d'accomplissement, mêlé au goût amer d'avoir utilisé un ami. Pendant que je jouais le rôle du retraité fatigué, Chloé était au fond des tranchées numériques. Cet après-midi-là, elle a envoyé une mise à jour sécurisée à Samuel, qui me l'a transmise. Ses découvertes étaient glaçantes. La société Écran, Créations Élyséennes SARL, n'était pas seulement un compte de holding. C'était le principal investisseur dans un projet de villa de luxe près de Marrakech. Un projet qui, selon les archives publiques, était massivement au-dessus du budget et en proie à des retards de construction. Le gestionnaire des finances du projet était répertorié comme étant Thomas, mon gendre. Il ne se contentait pas de dépenser mon argent en voitures et bijoux. Il le jouait sur une entreprise en faillite, essayant désespérément de la maintenir à flot avec les dernières de mes économies. Ils avaient besoin de la maison non seulement pour l'héritage, mais comme une dernière injection désespérée de capital pour les sauver de la ruine. L'appel téléphonique est arrivé à 18h15 ce soir-là. Je venais de m'asseoir avec un bol de soupe. L'identifiant de l'appelant affichait le nom de Juliette. J'ai laissé sonner 3 fois avant de répondre, mon cœur martelant contre mes côtes. « Papa !» Sa voix était une spirale tendue d'inquiétude feinte. « Arthur Girard vient de m'appeler. Il a dit que tu songeais à vendre la maison et à déménager sur la Côte d'Azur ?» J'ai adopté ma voix la plus fatiguée et confuse. « Oh, je n'étais pas censé le mentionner. Arthur et moi discutions juste. Ce n'est qu'une idée, ma chérie. Cet endroit demande tellement de travail. »« Vendre la maison ?» répéta-t-elle, sa voix montant d'une octave. « Papa, tu ne peux pas. Tu ne peux tout simplement pas. C'est notre maison de famille. C'est là que sont les souvenirs de maman. Chaque pièce, chaque coin. Comment pourrais-tu même penser à la laisser partir ? » La performance était impeccable. Le chagrin, la sentimentalité, tout y était. Mais je pouvais entendre la panique pure bourdonner sous la surface. « Je vieillis, c'est tout, Juliette, » dis-je, utilisant son surnom d'enfance pour ajouter une touche de vulnérabilité. Je n'arrive pas à suivre les réparations, le jardin. Je pensais que c'était peut-être le moment pour une vie plus facile. Quelque part avec un peu de soleil. Non, 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 dit-elle rapidement. Nous pouvons régler ça. Si c'est l'entretien, nous pouvons engager un service. Un jardinier à plein temps, un homme à tout faire. Je peux le gérer pour toi. Tu n'as pas à lever le petit doigt. Juste, ne prends pas de décision hâtive. N'appelle pas d'agent immobilier. Promets-moi, papa. Promets que tu me laisseras t'aider à gérer ça. Ces mots étaient une course désespérée pour reprendre le contrôle, pour se placer entre moi et le seul actif qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre. Elle n'essayait pas de sauver mes souvenirs de sa mère. Elle essayait de sauver son investissement en faillite au Maroc. La conversation s'est terminée sur ma promesse vague et non engageante d'y réfléchir, la laissant suspendue dans un état de grande anxiété. J'ai raccroché et j'ai regardé par la fenêtre dans le soir qui s'assombrissait. La soupe devant moi avait refroidi. Un sourire sinistre a effleuré mes lèvres. Le piège était tendu. L'appât avait été pris. Et ma fille intelligente et calculatrice, se débattait maintenant dans le filet, complètement inconsciente que le pêcheur était le vieil homme fatigué qu'elle pensait avoir déjà dévoré. Le silence qui a suivi mon appel avec Juliette était d'une nature différente. C'était le calme d'un échiquier après un coup décisif, un silence vibrant de l'attente de la réponse de l'adversaire. Je savais que cela ne tarderait pas. La panique est une mauvaise stratège. Elle agit toujours trop vite. 2 jours plus tard, un samedi après-midi, elle a appelé. Sa voix était douce, presque sirupeuse. Papa, Thomas et moi étions justement dans le quartier. Nous aimerions passer quelques minutes. J'ai parlé avec mon conseiller financier, et il a préparé une simple projection de portefeuille pour toi. Je pense que cela te rassurera vraiment au sujet de la maison. Bien sûr, ma chérie, dis-je, ma voix un instrument bien rodé d'acceptation lasse. La porte est toujours ouverte. La scène était prête. J'avais 1 heure avant leur arrivée. Je me suis déplacé avec la précision tranquille d'un ingénieur vérifiant des plans avant une construction majeure. Ma cible était un petit nichoir décoratif qu'Éléonore gardait sur la cheminée. C'était un objet sentimental et un peu ridicule, mais sa position lui donnait une ligne acoustique claire vers le canapé principal. Je l'ai retourné. La base était creuse. Le dispositif d'enregistrement que Samuel m'avait donné n'était pas plus gros qu'un morceau de sucre, un minuscule carré noir avec une seule lentille presque invisible.
Je l'ai fixé à l'intérieur du nichoir avec un morceau de ruban adhésif double face, puis j'ai replacé le nichoir sur la cheminée, l'ajustant d'une fraction de millimètre. De l'extérieur, c'était juste un objet de décoration. De l'intérieur, c'était un témoin silencieux et en attente. Ils sont arrivés, ressemblant à un couple de pouvoir sorti d'un magazine. Juliette portait un blazer élégant et bien coupé, et Thomas un polo avec un petit cheval brodé sur la poitrine. Il portait un épais dossier relié en cuir. Tout cela faisait partie de la performance, une démonstration de professionnalisme et d'autorité conçue pour me faire sentir petit et dépassé. « Papa » commença Juliette, sa voix dégoulinant d'inquiétude alors qu'elle s'asseyait en face de moi, plaçant le dossier sur la table basse entre nous. Nous étions si inquiets après notre dernière conversation. Thomas et moi en avons discuté, et nous pensons vraiment que vendre la maison est une terrible erreur, tant sur le plan émotionnel que financier. Elle a ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvaient des pages de graphiques colorés, de diagrammes et de paragraphes de texte dense. J'ai demandé à notre conseiller, M. Dubois, de faire les calculs. Tu vois ? Elle a pointé un diagramme à barres. Le marché est à la baisse. Si tu vends maintenant, tu perdras au moins 15% de la valeur maximale de la propriété. Ce n'est tout simplement pas le bon moment pour liquider un actif aussi important. Je me suis penché en avant, plissant les yeux sur les pages comme si elles étaient écrites dans une langue étrangère. Oh, mon Dieu! Ça fait beaucoup de chiffres, Juliette. Tout cela semble si compliqué. Ça l'est, papa, mais c'est pour ça que nous sommes là, intervint Thomas, se penchant en avant avec sérieux. Nous pouvons t'aider à naviguer là-dedans. Juliette est brillante avec ce genre de choses. Nous ne voulons simplement pas te voir prendre une décision que tu regretteras. J'ai secoué la tête, agitant une main dédaigneuse vers le dossier. Je ne sais pas, les enfants. Tout ce que je sais, c'est que le jardin est trop grand, les escaliers deviennent plus raides, et la Côte d'Azur semble agréable et simple. Pas de graphique, pas de portefeuille. Juste du soleil. Je jouais délibérément le vieil homme têtu et simple d'esprit qu'il voulait que je sois. J'ai vu la frustration vaciller dans les yeux de Juliette avant qu'elle ne la masque avec un autre sourire patient. « Mettons les chiffres de côté un instant, » dit-elle doucement. « Pense à maman. Pense aux souvenirs dans cette maison. Le jardin qu'elle a planté, la cuisine où nous préparions tous les grands dîners de famille. Tu ne peux pas vendre ça, papa. Tu ne peux tout simplement pas. » L'appel à l'émotion était son atout maître, celui qu'elle jouait toujours quand la logique échouait. L'entendre utiliser la mémoire d'Éléonore comme un outil de manipulation a envoyé un éclat de glace à travers mon cœur. Je devais sortir de la pièce avant que mon propre masque ne se fissure. Je me suis levé lentement de ma chaise. Vous m'avez donné beaucoup à réfléchir. Laissez-moi nous préparer du thé. J'ai un peu la tête qui tourne. En me dirigeant vers la cuisine, je savais que la vraie performance allait commencer. Dès que le son de moi remplissant la bouilloire parviendrait au salon, leur faux semblant tomberait. Je me suis tenu juste hors de vue, le dos contre le mur, ma propre respiration silencieuse. J'ai compté les secondes. Puis, j'ai entendu la voix de Thomas, un murmure bas et anxieux. « Tu ne penses pas qu'il va vraiment vendre, n'est-ce pas ? Juliette, le projet au Maroc, les investisseurs commencent à s'inquiéter. Nous avons besoin d'une autre injection de capital, et il nous la fallait le mois dernier. » Il y eut un bruissement de papier, puis la voix de Juliette, non plus douce et mielleuse, mais froide et tranchante comme de l'acier forgé. « Il ne vendra pas, » siffla-t-elle. « Je ne le laisserai pas faire. Il est plus confus que je ne le pensais. Toute cette fantaisie de la Côte d'Azur en est la preuve. Mais s'il appelle juste un agent immobilier, qu'est-ce qu'on fait ?» La voix de Thomas était mince de panique. Une pause. Puis vinrent les mots qui ont arrêté mon cœur. « Alors nous passerons à l'étape suivante, » dit Juliette, sa voix dénuée de toute émotion. Je prouverai qu'il n'est pas compétent pour prendre cette décision. Je parlerai à nouveau au docteur Mercier pour obtenir une évaluation plus définitive. La procuration ne suffit pas pour arrêter une vente s'il est déterminé. Il nous faut une mise sous tutelle. Il nous faut le contrôle total. C'est le seul moyen de protéger nos intérêts, de protéger la famille. Protéger la famille. Le mensonge était si profond, si complet, que c'était presque une œuvre d'art. Je suis resté dans la cuisine encore 5 minutes, mes mains agrippant le bord du comptoir jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. J'ai fait un bruit de tasse et de cuillère avant de retourner dans le salon avec un plateau de thé que je n'avais aucune intention de boire. Ils étaient assis en silence à mon retour, le dossier en cuir fermé, leurs visages recomposés en masques d'inquiétude aimante. Ils sont partis peu après, promettant d'appeler, promettant d'aider de toutes les manières possibles. Dès que leur voiture a quitté l'allée, je me suis dirigé vers la cheminée. Ma main tremblait en récupérant le minuscule dispositif d'enregistrement du nichoir.
Je me suis assis dans mon fauteuil, celui qu'Éléonore appelait toujours mon fauteuil de réflexion, et j'ai branché le dispositif sur mon téléphone avec un adaptateur. J'ai appuyé sur Play. Le son de ma propre voix, feignant la confusion, a rempli le silence. Puis, leur chuchotement. La panique de Thomas. Et enfin, la voix de ma fille, claire et froide, complotant pour me faire déclarer mentalement incompétent, complotant pour prendre le contrôle de tout ce qui me restait. Il nous faut une mise sous tutelle. J'ai écouté l'enregistrement 2 fois. La première fois, mon cœur s'est brisé en 1 million de morceaux. Le son de mon propre enfant planifiant mon exécution légale était une douleur indescriptible. Mais la deuxième fois que j'ai écouté, autre chose s'est produit. L'ingénieur en moi, l'homme qui construisait des ponts et comprenait les points de tension et l'intégrité structurelle, a pris le dessus. La douleur était toujours là, mais elle était en train d'être enfermée dans quelque chose de plus dur, de plus froid. L'émotion brute se refroidissait, se durcissant pour former les lignes nettes et précises d'un plan directeur. Le chagrin était incommensurable. Mais la preuve était indéniable. Elle l'avait dit. Il avait confirmé le mobile. Leur masque était tombé, et leur vrai visage était maintenant capturé dans un fichier numérique. Ma fille venait de me donner l'arme que j'utiliserais pour démanteler son monde. J'avais la preuve de l'intention. La guerre avait véritablement commencé. Les jours qui ont suivi cette confrontation furent une étrange sorte de limbe. J'existais dans un état d'animation suspendue, accomplissant les gestes de ma vie tandis qu'une guerre se tramait dans les recoins silencieux de mon esprit et sur les serveurs sécurisés du bureau de Chloé. Je taillais les rosiers. Je lisais le journal. Je jouais le rôle de David Miller, ingénieur à la retraite. Mais chaque fois que le téléphone sonnait, mon cœur se serrait. J'attendais que l'inévitable se produise, et je savais que l'atterrissage ne serait pas doux. L'appel est arrivé un mercredi matin. Le ciel était d'un gris plat et indifférent. C'était Samuel. Sa voix était dépourvue de tout bavardage préliminaire. « David, dit-il, c'est arrivé. Ils l'ont déposé ce matin. » Je n'ai pas eu besoin de demander ce qu'était elle. « Dis-moi, » dis-je en m'enfonçant dans mon fauteuil de réflexion. « Une requête en vue d'une mise sous tutelle, » lut Samuel à partir du document, sa voix un bourdonnement légal et régulier qui rendait les mots obscènes encore plus froids. « Déposée par Juliette Miller, requérante, concernant David Miller, intimé. » La requête allègue un déclin cognitif significatif et récent, citant, voyons voir, un comportement erratique, des pertes de mémoire et un mauvais jugement financier. Ma main se crispa sur l'accoudoir. Un mauvais jugement financier. Oui, continua Samuel, son ton inébranlable. La principale preuve citée est ta décision soudaine et irrationnelle de liquider ta résidence principale, ce qui, selon eux, te met à un risque grave de dénuement financier et de devenir sans abri. Il présente l'idée même que tu as fait fuiter comme preuve de ton incompétence. J'ai fermé les yeux. Il retournait mon propre appât et essayait de me pendre avec. L'humiliation était une chose physique, une bouffée de chaleur qui s'est propagée de ma poitrine à mon visage. Ma propre fille, déclarant à un tribunal que j'avais perdu la raison. C'est pire encore, dit Samuel, sa voix se durcissant. La requête comprend plusieurs déclarations à l'appui. Il y a des déclarations sous serment de 2 de ses amis inquiets. J'ai déjà vérifié leur nom. David, ils sont tous 2 investisseurs dans le projet de Thomas au Maroc. Ils témoignent que lors de récentes rencontres sociales, tu semblais confus, désorienté et émotionnellement volatile. Je n'ai jamais rencontré ces gens de ma vie, murmurai-je, les mots à peine audibles. Je sais, dit Samuel. Et pour couronner le tout, il y a une évaluation psychologique préliminaire. Elle est signée par un docteur Alain Mercier, aucune parenté, j'ai vérifié. Il déclare que sur la base d'une brève conversation informelle organisée par Juliette, il a de sérieuses inquiétudes quant à ta capacité à gérer tes propres affaires. C'est une opinion payée, David. Une pièce de théâtre médical conçue pour paraître légitime. J'ai senti l'air quitter mes poumons. C'était un assassinat de caractère complet, un document juridique conçu pour me dépouiller de mon nom, de mon autonomie, de mon identité même en tant qu'adulte compétent. Ils essayaient de faire de moi une non-personne, un pupille de l'État, tout ça pour avoir un accès illimité au reste de mes biens. La porte d'entrée de ma maison, la voiture dans mon allée, les pensées dans ma propre tête. Plus rien ne serait à moi. C'était la trahison finale, la plus profonde, une déclaration publique que ma vie, telle que je la connaissais, était terminée. Un instant, la froide résolution de l'ingénieur a disparu, remplacée par le cœur brut et blessé d'un père. Ils allaient gagner. Le mensonge était tout simplement trop gros, trop bien construit. Samuel, commençai-je, ma voix se brisant. Comment combattons-nous cela? Ils ont un médecin,
ils ont des témoins. Alors je l'ai entendu. Un son que je n'avais pas entendu de Samuel depuis des années. Un petit rire bas et sans humour. C'était le son d'un prédateur qui venait de voir sa proie entrer dans un piège parfaitement tendu. Le combattre. La voix de Samuel était soudainement vivante, imprégnée d'une énergie froide et exaltante. David, nous n'allons pas le combattre. Nous allons l'accueillir. Ce n'est pas un revers. C'est la fin de la partie. C'est exactement ce que nous attendions. Je suis resté silencieux, essayant de comprendre. Tu ne vois pas, expliqua-t-il, sa voix vive d'une joie stratégique. Elle a pris sa fraude privée et cachée et l'a traînée dans une salle d'audience publique. Elle a volontairement placé ses actions, ses motivations et sa crédibilité devant un juge, le tout basé sur un mensonge que nous lui avons servi. Elle pense qu'elle met ton esprit en procès. Ce qu'elle a réellement fait, c'est de mettre toute son entreprise criminelle à la barre des témoins. Il prit une inspiration, et je pouvais presque sentir le sourire se former sur son visage. Elle a déposé les papiers. Elle a fait venir des témoins payés. Elle a construit un château de cartes sur une fondation de sable pur. C'est le moment vers lequel nous avons travaillé, David. Le piège s'est refermé. Elle l'a fait elle-même. J'ai écouté, et lentement, le brouillard de l'humiliation a commencé à se dissiper, remplacé par une fureur froide et montante. Samuel avait raison. Ce n'était pas leur victoire. C'était leur dernière erreur fatale. Alors, que fait-on maintenant? Demandai-je, ma propre voix retrouvant sa force. Maintenant, dit Samuel, et sa voix était le son d'un marteau de juge qui tombe, nous la laissons entrer dans cette salle d'audience en croyant qu'elle a le contrôle. Nous la laisserons présenter son cas. Et ensuite, nous le démantelerons, pièce par pièce, avec des relevés bancaires, avec des enregistrements audio, avec toute la carte financière de sa fraude établie par Chloé. Nous montrerons au tribunal qui a pris les décisions financières irrationnelles. Il fit une pause, laissant le poids de ses derniers mots atterrir. Elle a demandé au tribunal de déterminer si tu es compétent. Très bien. Maintenant, nous allons montrer à ce tribunal qui est le véritable incompétent. Les semaines qui ont précédé l'audience de mise sous tutelle ont été un tourbillon de préparation méthodique et acharnée. Le choc initial s'était estompé, laissant place à un objectif froid et clair. La machine de la justice, autrefois un concept lointain et abstrait, prenait vie dans les pièces calmes du bureau de Samuel et dans le silence déterminé de ma propre maison. Nous ne réagissions plus. Nous construisions un dossier si solide, si irréfutable, qu'il ferait s'effondrer le monde que ma fille avait bâti sur des mensonges. Nous avons travaillé sur 3 fronts distincts, chacun de nous étant un soldat dans une guerre silencieuse. Le front de Chloé était un champ de bataille numérique de chiffres et de transactions. Dans son bureau stérile et minimaliste, entouré d'écrans lumineux, elle est devenue l'architecte de la chute de Juliette. Jour après jour, elle a rassemblé les fragments épars de ma vie financière. Ce qu'elle a finalement produit n'était pas seulement un rapport, c'était une arme. Un document de près de 10 cm d'épaisseur, relié en noir sobre, ses pages remplies de preuves méticuleusement organisées. Il y avait des graphiques codés par couleur qui montraient le flux sortant régulier de mes comptes de retraite, et des graphiques correspondant montrant l'entrée identique dans la société Créations Élyséennes SARL. Il y avait des chronologies qui cartographiaient chaque retrait majeur à un achat important effectué par Juliette ou Thomas. Une nouvelle voiture, un acompte sur une résidence secondaire, des vacances somptueuses en Europe. La pièce maîtresse était un organigramme d'une complexité à couper le souffle, une « carte du crime », comme l'appelait Chloé, montrant comment mon argent était canalisé à travers la société Écran, investi dans le complexe hôtelier marocain en faillite, puis, dans certains cas, recyclé dans leur compte personnel sous le couvert de « frais de gestion ». C'était un chef-d'œuvre de criminalistique financière, une histoire de grand banditisme racontée dans le langage froid et impitoyable des feuilles de calcul et des relevés bancaires. Le front de Samuel était la loi elle-même. Il a transformé son bureau en salle de guerre. Je lui rendais visite et le trouvais entouré de piles de livres de droit, de notes autocollantes jaunes signalant des précédents et des statuts clés. Il construisait le cadre juridique de notre affaire, élaborant les arguments qui transformeraient les données de Chloé en un verdict légal. Il a imprimé des sections du Code civil français sur l'abus de faiblesse, soulignant les articles spécifiques qui le définissaient non seulement comme un vol, mais comme un manquement au devoir fiduciaire, une trahison de la confiance. Il a préparé des questions de contre-interrogatoire pour les témoins payés de Juliette, conçues pour exposer leurs liens financiers avec elle et Thomas. Il a rédigé des requêtes pour contraindre, pour assigner, pour s'assurer qu'aucune pierre ne soit laissée intacte. Il construisait notre bouclier et aiguisait notre épée, se préparant à entrer dans cette salle d'audience non seulement pour me défendre, mais pour les accuser. Mon front était peut-être le plus silencieux, mais aussi le plus personnel. C'était la bataille pour ma propre santé mentale aux yeux de la loi.
Le tribunal avait nommé une psychiatre indépendante, le docteur Evelyne Renaud, pour mener une évaluation de compétences. Je l'ai rencontrée dans un bureau calme et ensoleillé qui sentait le thé et les vieux livres. Juliette avait brossé un tableau de moi comme un vieil homme confus et irrationnel. J'ai décidé que le contre-argument le plus puissant était simplement d'être moi-même. Je n'ai pas parlé de la fraude ou de la trahison. Au lieu de cela, j'ai parlé de ma vie. Je lui ai parlé de ma carrière d'ingénieur civil, des ponts que j'ai aidé à concevoir, des calculs complexes pour les structures porteuses, des systèmes de gestion de l'eau que j'avais supervisés pour la métropole de Lyon. J'ai parlé avec la précision d'un homme qui avait passé 40 ans de sa vie à s'assurer que les choses ne s'effondrent pas. J'ai décrit ma routine quotidienne, mon budget, la façon dont je gérais mes dépenses ménagères au centime près. Le docteur Renaud a écouté, son expression illisible, posant des questions pointues et perspicaces. À la fin de notre deuxième session, elle a fermé son carnet et m'a regardé. « Monsieur Miller, dit-elle, sur la base de nos conversations et des tests que j'ai administrés, vous êtes l'une des personnes les plus saines d'esprit et méthodiques que j'ai évaluées cette année. La décision de vendre votre maison, d'un point de vue purement logique de simplification de sa vie à la retraite, est tout sauf irrationnelle. Nous construisions notre dossier, brique par brique solide. Mais c'est Chloé, dans les derniers jours avant l'audience, qui a trouvé la faille dans la fondation. Une faille qui ferait s'effondrer toute la structure pourrie. Elle a appelé Samuel un mardi soir. J'étais à son bureau, révisant mon témoignage. Samuel a mis l'appel sur haut-parleur. La voix de Chloé était différente. Le calme professionnel habituel était remplacé par autre chose, une horreur silencieuse et contenue. « Samuel, David », commença-t-elle, je faisais une dernière vérification croisée des documents de succession d'Éléonore, en particulier ses polices d'assurance vie, juste pour m'assurer que nous avions une image complète. J'ai trouvé quelque chose. Elle a expliqué qu'Éléonore avait une importante police d'assurance vie, qu'elle avait désignée des années auparavant pour être versée dans une fiducie pour les études universitaires de notre petit-fils, Léo. Mais, continua Chloé, la voix tendue, j'ai trouvé un formulaire de modification, une demande de changement de bénéficiaire. Il a été déposé 3 semaines avant le décès d'Éléonore. Le bénéficiaire principal a été changé de la fiducie éducative Léo Miller à Juliette Miller, fille. Une terreur froide m'a envahi. Je me suis souvenu d'Éléonore dans ces dernières semaines, faible, souvent désorientée par les analgésiques. Il y a plus. Dit Chloé. J'ai examiné des dizaines de signatures d'Éléonore au fil des ans. Chèques, documents juridiques, lettres. Sa signature était toujours forte, élégante. La signature sur ce formulaire, elle est tremblante, mais elle est aussi fausse. L'angle du « E » est incorrect. La boucle du « O » est trop serrée. Cela ressemble moins à la signature d'une personne malade, et plus à la signature d'une personne essayant d'imiter quelqu'un d'autre. La pièce est devenue silencieuse. Les implications étaient monstrueuses. Il ne s'agissait plus seulement de voler un père vivant. Il s'agissait de voler une mère mourante. Il s'agissait de voler son dernier cadeau à son propre petit-fils. Samuel s'est levé et s'est dirigé vers la fenêtre, le dos tourné vers moi. Pendant un long moment, il n'a rien dit. Quand il s'est retourné, son visage était un masque de fureur froide. Il a pris son téléphone. « Chloé, » dit-il, sa voix basse et dangereuse. « Envoie-moi immédiatement un scan haute résolution de cette signature. » Il a fait une pause, puis a composé un autre numéro. « Oui, c'est Samuel Morin, » dit-il au téléphone. « J'ai besoin de parler à Daniel Dubois. Dites-lui que c'est une urgence. J'ai besoin d'un avis d'expert sur une contrefaçon potentielle, et il me le faut pour hier. » Il a raccroché et m'a regardé, ses yeux flamboyants. La terrible vérité vient de devenir bien pire, David. Mais notre dossier aussi. La salle d'audience était un monde de bois poli et de révérences feutrées, un lieu où des décisions qui changent une vie étaient prises sous le regard impassible du sceau de l'État. L'air était chargé d'une tension qui semblait plus lourde que le son. J'étais assis à côté de Samuel, les mains posées sur mes genoux, le dos droit. Je n'étais pas un accusé, mais j'avais l'impression que toute ma vie était en procès. De l'autre côté de l'allée, Juliette était assise avec Thomas, son expression un masque soigneusement élaboré d'inquiétude filiale. Elle jouait parfaitement le rôle de l'héroïne, celle qui intervenait pour sauver un père de lui-même. Son avocat, un homme aux cheveux argentés et à la voix aussi lisse que son costume, commença le premier. Il brossa un tableau magistral de mon déclin. Il parla d'une fille aimante inquiète pour un père perdu dans le deuil, un homme prenant des décisions soudaines et irrationnelles qui menaçaient son propre bien-être. Il appela son premier témoin, un soi-disant ami de la famille, qui raconta une conversation récente où j'avais semblé terriblement confus et obsédé par un plan bizarre de déménagement.
Puis il appela le suivant, un autre des associés de Juliette, qui décrivit mon comportement lors d'un événement caritatif comme distrait et émotionnellement fragile. C'était une performance impeccable et accablante. Pour quiconque ne connaissait pas la vérité, j'étais exactement celui qu'il prétendait que j'étais, un vieil homme brisé qui avait besoin d'être sauvé. Quand ce fut le tour de Samuel, l'énergie dans la pièce changea. Il ne se leva pas avec feu et fureur. Il se leva avec le calme silencieux et mortel d'un homme qui savait qu'il détenait toutes les cartes. La requérante a brossé le portrait d'un homme en déclin cognitif, dit-il, sa voix remplissant la pièce. Nous aimerions commencer par présenter à la cour une évaluation plus précise. Il ne m'a pas appelé à la barre. Il a appelé le docteur Evelyne Renaud. La psychiatre nommée par le tribunal prit place, image de neutralité professionnelle. Samuel la guida à travers son évaluation de moi. Docteur Renaud, demanda-t-il, dans votre opinion d'experte, avez-vous trouvé que M. Miller souffrait d'une quelconque déficience cognitive qui le rendrait incapable de gérer ses propres affaires? Le docteur Renaud regarda directement le juge. Bien au contraire, maître, déclara-t-elle, sa voix claire et ferme. M. Miller présente une fonction cognitive exceptionnelle pour un homme de son âge. Sa mémoire est précise, son raisonnement est solide, et sa compréhension des questions financières et logistiques complexes est franchement supérieure à celle de la plupart de mes patients. Il est, à mon avis professionnel, pleinement compétent. Un léger murmure parcourut la salle d'audience. J'ai vu le dos de Juliette se raidir. La première brique de son mur de mensonges venait d'être décellée. Ensuite, annonça Samuel, la défense appelle Chloé Armstrong. Chloé se dirigea vers la barre avec la même confiance tranquille que j'avais vue dans le bureau de Samuel. Elle prêta serment, et un grand écran s'illumina derrière elle. « Madame Armstrong, » commença Samuel, « vous êtes experte comptable judiciaire. Pourriez-vous expliquer à la cour ce que ce graphique représente ?» Pendant les 45 minutes suivantes, Chloé a démantelé méthodiquement, cliniquement et de manière dévastatrice tout le récit de Juliette. Avec l'aide du projecteur, elle a guidé la cour à travers la carte de ma vie volée. Elle a montré les retraits mensuels réguliers de mes comptes. Elle a montré les dépôts identiques dans la société Écran, Créations Élyséennes SARL. Elle a montré les photographies de la Porsche de Thomas, des bijoux de Juliette, de leurs vacances somptueuses, avec des dates qui correspondaient parfaitement au plus gros retrait. La salle d'audience était absolument silencieuse, captivée par l'histoire froide des durs que les chiffres racontaient. Le visage de Juliette était devenu pâle. Thomas fixait ses mains, incapable de lever les yeux. Puis, Samuel a diffusé l'enregistrement audio. Ma voix, feignant la lassitude. Le murmure anxieux de Thomas sur le besoin de plus de capital pour le projet marocain. Et enfin, la voix de Juliette, tranchante et froide, fendant le silence de la salle d'audience. S'il le faut, je prouverai qu'il n'est pas compétent pour prendre cette décision. La procuration ne suffit pas. Il nous faut une mise sous tutelle. Il nous faut le contrôle total. Un hoquet de surprise collectif traversa la pièce. Le masque de la fille aimante avait été arraché, révélant le visage froid d'une prédatrice. Juliette s'enfonça plus bas dans sa chaise, les yeux écarquillés d'incrédulité, comme si elle ne pouvait pas comprendre que ses propres mots étaient revenus pour la condamner. Samuel laissa le silence s'installer un long moment avant de porter le coup final et fatal. Il se tourna vers la juge, sa voix résonnant maintenant d'une colère juste qu'il avait contenue jusqu'à ce moment. « Madame la juge, » dit-il, sa voix sonnant avec clarté. « Ce que vous avez vu ici est une histoire de cupidité et de trahison profonde. Mais la terrible vérité est que cette histoire est encore plus sombre qu'il n'y paraît. Il ne s'agit pas seulement de l'abus d'un père vivant. C'est un complot qui a commencé lorsque la propre mère de cette femme était sur son lit de mort. Il appela son dernier témoin, M. Daniel Dubois, un expert en écriture renommé. Samuel plaça un document sur le projecteur, l'avenant de l'assurance vie. « Monsieur Dubois, » demanda Samuel, « pouvez-vous parler à la cour de la signature d'Éléonore Miller sur ce document ?» L'expert ajusta ses lunettes. « La signature d'Éléonore Miller sur cette page est une contrefaçon, » déclara-t-il sans équivoque. Bien qu'elle imite les formes de ses lettres, elle manque de la vitesse et de la pression naturelle d'une signature authentique. Elle montre des signes de dessin lent et soigné. Ce n'est pas la signature d'une femme frêle et malade. C'est la signature d'une personne en bonne santé tentant de copier une signature qu'elle a étudiée. La salle d'audience semblait avoir été vidée de tout son air. Samuel présenta ses dernières pièces à conviction. La confirmation de paiement officiel de l'assurance, montrant une somme à 7 chiffres déposée directement sur le compte personnel de Juliette quelques semaines après la mort d'Éléonore. Et un dernier document accablant du registre du commerce. Aucune entité nommée, la fiducie éducative Léo Miller, n'avait jamais été enregistrée ou créée.
Elle ne m'avait pas seulement volé. Elle avait volé le dernier cadeau de sa mère mourante à son propre fils. Ce fut le moment où tout s'est effondré. Thomas, qui était resté pâle et immobile, tourna lentement la tête pour regarder sa femme. L'expression sur son visage n'était pas celle de la colère, mais d'une horreur pure et sans mélange. Il était un voleur, mais il ne savait pas qu'il était marié à un monstre. Il la voyait vraiment pour la première fois, et cette vision le brisait. Mais c'est Juliette qui s'est véritablement effondrée. Le réseau complexe de mensonges, la façade soigneusement construite, les années de manipulation, tout s'est écrasé sur elle d'un seul coup. Un son s'échappa de sa gorge, un sanglot étranglé et guttural. Son masque de sang-froid ne s'est pas seulement fissuré, il s'est désintégré. Elle enfouit son visage dans ses mains, ses épaules secouées par de grands sanglots déchirants. La stratège brillante et contrôlée avait disparu, remplacée par une vulgaire voleuse prise en flagrant délit, ses crimes exposés aux yeux du monde entier. Et à ce moment-là, dans les ruines de sa tromperie, le jugement final fut rendu, non pas par la juge, mais par le poids froid et inéluctable de la vérité. Le son des sanglots de Juliette était la seule chose qui emplissait la salle d'audience, alors que la juge, une femme dont les yeux en avaient trop vu pour être facilement choqués, rendait sa décision. Sa voix était d'acier froid. La requête en vue d'une mise sous tutelle est rejetée, déclara-t-elle, son regard fixé sur Juliette. Ce qui a été présenté ici aujourd'hui n'est pas le cas de l'inquiétude d'une fille, mais un abus choquant et prédateur de ce tribunal et du propre père de la requérante. Elle ne s'arrêta pas là. Avec effet immédiat, ce tribunal ordonne un gel temporaire de tous les avoirs connus appartenant à Juliette et Thomas Miller. De plus, je transmets l'intégralité de ce dossier, y compris les preuves de malversation financière et de contrefaçon, au bureau du procureur de la République pour une enquête pénale immédiate. La finalité dans sa voix était absolue. La guerre était terminée. En sortant du tribunal, l'air frais de l'après-midi me parut incroyablement pur. Samuel posa une main sur mon épaule, un geste de soutien silencieux et profond. Chloé, pour la première fois, me gratifia d'un petit sourire presque imperceptible, un signe de respect professionnel qui valait plus que tous les mots. Nous n'avons pas célébré. Il n'y avait rien à célébrer. Il n'y avait qu'un sentiment de soulagement sombre et la lourde tâche de ramasser les morceaux. La victoire avait le goût amer de la cendre. Des mois plus tard, le soleil de fin de printemps réchauffait mes épaules alors que je m'agenouillais dans le jardin, la riche odeur de la terre remplissant l'air. Les batailles juridiques étaient derrière moi maintenant, une tempête qui était passée, laissant un paysage meurtri mais propre. La maison de Juliette et Thomas avait été vendue pour commencer à rembourser une partie de ce qu'ils avaient pris, et leur avenir était désormais dicté par les conséquences de leur choix, un avenir qui ne m'impliquait plus. Ils faisaient face à des accusations criminelles, et leur monde de verre et d'acier s'était effondré. Parfois, la nuit, je pensais à ma fille, non pas la prédatrice du tribunal, mais la petite fille qui tenait ma main, et une douleur sourde et persistante me serrait le cœur. C'était un deuil d'un genre différent, le deuil de quelqu'un qui était toujours en vie. J'ai entendu la porte-fenêtre s'ouvrir et j'ai levé les yeux pour voir mon petit-fils, Léo, marcher vers moi. À 16 ans, il avait l'intelligence vive de sa mère dans les yeux, mais la gentillesse de sa grand-mère dans son sourire. Il s'est assis sur l'herbe à côté de moi. L'épreuve l'avait changé, l'avait forcé à grandir trop vite. Il y avait une gravité en lui maintenant, une compréhension silencieuse des complexités du monde des adultes. « Comment vont les rosiers, grand-père » demanda-t-il, sa voix ayant mué pour devenir plus profonde. « Ils sont forts, ai-je répondu, touchant un bouton de rose rouge velouté. Ils ont juste besoin d'un peu de soin. J'ai essuyé mes mains sur mon pantalon et j'ai attrapé une enveloppe Kraft que j'avais posée sur le banc de jardin. Je la lui ai tendue. Il y a quelque chose que je veux que tu aies. Il l'a ouverte et a sorti le document à l'intérieur. Ses yeux ont parcouru les premières lignes, fiducie éducative Léo Miller. Il leva les yeux vers moi, une question silencieuse dans son regard. Ta grand-mère, commençai-je, ma voix épaisse d'émotion, voulait s'assurer que tu aies le meilleur départ possible dans la vie. Elle a tout mis en place pour toi. Les choses sont devenues compliquées pendant un moment, mais nous avons arrangé ça. Samuel et moi. Ceci vient d'elle. C'est pour toi. Léo a regardé le papier, puis mon visage, ses yeux brillants de larmes non versées. Il n'a rien dit. Il s'est simplement penché en avant et a passé ses bras autour de moi, son étreinte ferme et forte. Je l'ai serré contre moi, mes propres yeux levés au-delà des rosiers en fleurs, au-delà du grand chêne, vers le vaste ciel bleu et clair. À cet instant, un profond sentiment de paix s'est installé en moi. J'avais perdu une fille dans une obscurité que je n'aurais jamais pu imaginer. Mais en luttant pour retrouver la lumière, j'avais sauvé l'avenir de mon petit-fils. J'avais honoré la mémoire de ma femme. Et je m'étais enfin, véritablement, retrouvé.
La bataille était terminée. Dans le silence de mon cœur, il n'y avait plus le vide du chagrin, mais une paix tranquille et durement gagnée, la certitude que même après la plus sombre des tempêtes, il était possible de reconstruire, de replanter, et de regarder quelque chose de nouveau et de beau grandir. Le jardin était silencieux, sauf pour le chant d'un oiseau, et pour la première fois depuis des années, ce silence était une promesse, pas une absence.